Bienvenue à tous sur Tech Café Weekend. Et voilà, on n'est pas en mode week-end, donc on passe en mode tranquille, détendu. Et je suis toujours avec Cassim qui ne me quitte plus. Voilà, pour mon plus grand bonheur, nous allons encore faire. Je suis en train je pense, de siroter une boisson. Mais ouais, je suis dans mon fauteuil, on est bien. On est bien, on est cosy, comme on dit dans certains autres podcasts. Donc, de quoi on va parler dans ce supplément week-end ? En fait, on va parler un petit peu d'espace, parce que c'est vrai que ça fait longtemps, et puis aussi de quelques sujets en vrai qui nous ont marqués. Tu remarques que je dis pas lesquels, comme ça je pourrais en virer si jamais on fait trop long. Ça, c'est toujours la bonne. On a déjà fait un épisode qui était beaucoup trop long par rapport à ce qui était prévu. Oui, parce que ça, c'est pas du tout habituel. Et donc oui, l'espace, pourquoi ? Parce que voilà, on parle de montants astronomiques là, de tout le temps dans le podcast. Pourquoi ne pas continuer donc avec une rubrique spatiale et parler du James Webb Space Telescope et d'à quel point c'était un sommet de complexité, une prouesse d'ingénierie. On en avait parlé, c'est un objet qui est sophistiqué, fragile et qui a depuis, tu l'as vu sans doute, a été lancé. Il s'est mis en route pour son point de Lagrange donc à 1,5 million de kilomètres. 1,5 million de kilomètres, quand même à dire que Toulon-Cherbourg, moi ça m'avait paru long. Donc il y est arrivé, il s'est déployé, il est en train, bien au calme et au frais surtout, de se calibrer en prenant des photos moches d'étoiles et en se tirant lui-même le portrait du miroir primaire. Bon. C'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours des super nouvelles aux infos, mais pour le moment, on espère que ça va continuer. Le James Webb Space Telescope, c'est un accomplissement technologique incroyable. Voilà, c'est majeur, c'est une source de bonnes nouvelles bienvenue, donc voilà, le calibrage se passe bien. Toi aussi, est-ce que tu le suis avec toute l'attention, tu vois, d'une mer méditerranéenne inquiète ? Non, mais je sais que Numérama, par contre, suit le sujet énormément, oui. Parce qu'ils font quand même un bon boulot tout à fait. Sur le suivi de l'espace. Et oui, après, sans le suivre, je le suis malgré moi, car tout le monde en parle et enfin, c'est vraiment un projet impressionnant. Oui, effectivement, tu fais bien de le mentionner. Numérama a pas mal d'articles et de vidéos aussi sur ces sujets spatiaux. C'est super intéressant, vous pouvez aller voir. Et donc oui, cet espace avec évidemment, quand on parlait d'espace, on parlait d'Elon Musk, je veux dire. Un autre, donc on suit toujours un petit peu, voilà, c'est SpaceX, parce qu'il est sur tous les fronts, voilà, avec ses Falcons, ses satellites Starlink, son futur Starship qui aurait dû voler en février d'ailleurs, sauf que non. Voilà, effectivement, le Falcon Heavy est repoussé sine die. Elle volera cette année, quand même, selon Musk, qui a fait une conférence de presse sans trop de délire pour une fois. Il n'y avait même pas de mec en spandex qui dansait, comme quoi tout se perd. En filigrane, il y a les inquiétudes de la FAA, l'organisme de régulation de tout ce qui vole à peu près aux États-Unis, qui porte une certaine attention au premier lancement d'une fusée qui fait quand même 120 mètres de haut et qui est remplie de 5200 tonnes d'ergol. Parce que c'est vrai que celle-là, si elle explose au décollage, ça va faire mal. Bon, l'actu SpaceX, c'est aussi Polaris Dawn, la première mission du programme Polaris, qui vise à faire sortir des gens, donc des sorties extravéhiculaires. Sortie extravéhiculaire, c'est rien d'extraordinaire en soi, sauf que c'est la première fois qu'une boîte privée va le faire. Fin 2022, il y a une Crew Dragon, donc portée par une bonne vieille Falcon 9, qui amènera 4 personnes en orbite, dont au moins une va sortir. Donc dans une de ces fameuses combinaisons blanches très fashion, très sexy de SpaceX. Et donc, outre la balade à pied, Polaris Dawn devrait aussi aller assez loin, sur la plus haute orbite jamais parcourue. Alors, c'est donc la référence à la ceinture de Van Allen ne concerne pas du tout la future playlist des astronautes, mais plutôt leur périple qui les amènera quand même entre 36 et 65 000 km de la Terre, c'est-à-dire au-delà, ce qui est la limite de la ceinture de radiation extérieure. Alors, ils vont pas sortir là-bas, surtout, parce que, voilà, à ces distances, parce que la ceinture de Van Allen, c'est des ions assez vénères, qui se baladent à très haute vitesse, et qui, en gros, si tu sors en slip, ils te grillent direct. Donc, si t'es pas bien il faut être bien protégé, il faut y avoir des blindages. Peut-être t'as des super pouvoirs. Alors, peut-être après, tu as des super pouvoirs quand tu reviens sur Terre, c'est tout à fait possible. Polaris, donc, c'est une mission de recherche d'expérience, pour les futurs voyages lointains en Starship. Voilà, lancement prévu pour le 4e trimestre pour voir si Starship peut aller aussi loin et si on peut avoir des super pouvoirs en allant dans l'espace. Pourquoi pas, écoute. SpaceX, évidemment, c'est aussi Starlink. Voilà, bientôt, cause numéro 1 de pollution lumineuse. Parce que bon, même si 40 des 49 nouveaux satellites Starlink se sont fait griller par une tempête solaire, il en reste quand même assez pour que les astronomes râlent et soulèvent un autre problème que l'observation des étoiles lointaines, c'est l'observation des astéroïdes proches. Parce que des astéroïdes qui pourraient nous tomber sur la gueule et qu'on pourrait à terme facilement rater avec les traînées dégueulasses laissées systématiquement sur tous les clichés nocturnes par les 30 000 à terme Starlink, c'est un problème. Et d'ailleurs, ça emmerde aussi Hubble. Et ça m'a surpris, oui, parce que je me dis, Hubble, il est dans l'espace, il est tranquille. Eh ben non, 8% des clichés de Hubble sont déjà ruinés.
J'ai été surpris, mais finalement, Hubble est pas si loin, il est à 535 km. Et donc, il n'est pas assez haut pour éviter complètement la pollution des Starlink, qui sont autour de la même altitude. Et ça va faire qu'empirer. Donc, c'est la NASA qui s'inquiète et qui crée sa copine, la FCC, pour calmer le jeu et proposer qu'on lance des trucs avec un petit peu plus de discernement, un petit peu moins d'empressement. Et franchement, c'est pas gagné. Je sais pas si toi, Cassim, t'es sensible aux problèmes des astronomes aussi. Si, mais oui, t'es en train d'essayer de prendre une photo, tu vois, et t'as le satellite qui passe complètement dans le champ, non, je plaisante, mais genre, ça donne un peu cette impression-là tu sais, d'essayer de prendre une photo, voilà, et d'avoir le truc qui passe juste devant au moment où Photobombing systématique. C'est exactement ça, c'est photobombing de Starlink. Non, mais moi, j'étais plus sur l'information sur laquelle t'es passé rapidement, là, sur les 40 satellites, quand même, qui se seront recassés la gueule, à cause d'une tempête solaire, du coup. Alors ça, déjà, ça donne pas des idées à des scénaristes d'Hollywood pour un petit film catastrophe, je ne sais pas ce qu'il leur faut. Et surtout, paye ta pollution une nouvelle fois aussi. Est-ce qu'on a vraiment envie de lancer du coup 30 000 satellites si à la moindre tempête solaire, le truc se recasse, retombe, surtout pour un Internet qui est censé être du coup permanent. C'est compliqué du coup. C'est bien compliqué. Et je rigole parce que malheureusement, si tu veux, tu te dis, est-ce qu'on a envie de lancer 30 000 satellites? Non, on n'a pas envie de lancer 30 000 satellites, on a envie d'en lancer 100 000. Parce que Starlink, c'est 10 000 satellites à terme, peut-être 30 000. OneWeb et Kuiper, c'est quelques milliers de satellites en plus. Mais il y a beaucoup plus ambitieux, il y a eSpace. eSpace, qui est mené quand même par un vétéran de OneWeb, mise sur une constellation de 100 000 satellites à terme, et peut-être plus. Alors, 100 000 satellites, certes petits, les microsatellites, mais enfin quand même, les satellites de eSpace sont censés être polyvalents. En fait, c'est l'idée de ce truc-là, c'est de faire... En fait, tu vois, les antennes relais sur Terre de 5G, bon ben voilà, tu fais la même chose, mais au lieu d'avoir une antenne relais, t'as des petits satellites relais, donc tu envoies 100 000 satellites relais, et t'as une infrastructure réseau polyvalente en orbite, un réseau maillé optique 5G, en orbite, éternel bien entendu. Donc son fondateur estime que le secteur du microsatellite a atteint une maturité. Il dit c'est comparable à la génération iPhone pour les téléphones, c'est-à-dire que des appareils rationalisés, optimisés, produits en grande série, qui deviennent de l'utilitaire standard en quelque sorte. Et donc eSpace ambitionne de permettre à n'importe qui, en fait n'importe quelle boîte, de déployer des applications cloud via l'espace pour un budget contenu, on va dire. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est ambitieux. Pour le moment, ils ont reçu 50 millions de financement, ce qui n'est pas énorme, vu le projet, mais c'est que la première partie. Tu me diras, et les collisions, et les débris. Ben, figure-toi que ces satellites vont aussi nettoyer l'espace. Et oui, c'est le CEO Greg Weiler qui le dit. Ils sont conçus pour filtrer l'espace comme des moules. Voilà, ce sont des moules spatiales, des space mussels. Je sais pas comment les space mussels vont s'y prendre et quel type ou taille de plancton spatial elles vont apprécier. Parce qu'il n'y a aucun détail technique, bizarrement, mais comme ça, à froid, ça me sonne un petit peu, ça me rend un petit peu perplexe qu'un microsatellite, parce que ça m'étonnerait qu'un microsatellite puisse attraper des gros boulons, mais bon, je sais pas, t'y crois, toi? Au début, avec l'analogie sur l'iPhone, j'ai cru que tu allais vraiment dire que le but était qu'à terme, chacun puisse lancer son petit satellite, et j'étais en train de me demander si Gwyneth Paltrow allait acheter, son satellite dans l'espace. Avec son NFT et sa tête de singe dessus. Non, mais bon, j'y crois. Ça me paraît. Ces gens ont des préoccupations. Comment dire? J'aimerais bien qu'on sauve la planète. Je sais pas. Le sens des priorités. Le sens des priorités. Que veux-tu? Bah, tu as raison, c'est une excellente transition. Vas-y. Non, mais j'ai du mal à me projeter sur ce genre de choses. Alors que je suis quand même quelqu'un qui, à la base, est quand même très pro-technologie, justement, qui pense que on va pouvoir quand même essayer de corriger un maximum de choses grâce à nos découvertes scientifiques. Il faut continuer de mettre de l'argent dans les découvertes, mais ce genre de projet où on t'annonce 300 000 satellites dans l'espace, alors qu'on a vraiment d'autres trucs plus urgents, j'ai du mal à me projeter, même si après apporter Internet, par exemple, pour revenir à Starlink, apporter Internet à un maximum de gens, notamment dans les zones blanches, c'est quelque chose de tout à fait positif. Je veux pas favoriser la fracture numérique.
Mais je sais pas. C'est vraiment une question de priorité. Je sais pas trop. Il y a aussi le fait que là, en ce moment, c'est un véritable Far West, quoi. C'est-à-dire, tout le monde se dépêche Oui, d'envoyer des milliers de constellations, enfin, tu vois, des milliers de satellites. Maintenant, on raisonne par constellation. Du coup, on commence à entrevoir des soucis avec la constellation Starlink, ou à divers niveaux, niveau de la fiabilité, avec les tempêtes solaires, le niveau de donc la pollution lumineuse, niveau, tu vois. J'avoue que le fait que peut-être le fait que tous ces projets soient à chaque fois portés par des énormes milliardaires et les hommes les plus riches de la planète participe peut-être à ma frustration. Bah, peut-être aussi. Alors ça, par contre, c'est vrai que c'est le virage du privé pour le spatial. Hein. Ça, pour le coup, on est complètement dans le futur cyberpunk des années 80, je trouve, d'ailleurs, avec les méga corpos qui... Enfin, moi, ça m'amuse d'ailleurs de voir à quel point... ça m'amuse. De voir à quel point on est de plus en plus dans Neuromancien, en fait. Tu sais, dans Neuromancien, il y a une station... de toute façon, Neuromancien, il y a tout. Voilà, il y a les inégalités, il y a la technologie, la réalité virtuelle, il y a la pollution, il y a les stations spatiales pour les super riches, il y a les intelligences artificielles dans l'espace, enfin il y a tout, il y a un peu tout dans Neuromancien. Donc, et là, c'est vrai que le fait d'avoir un super réseau complètement spatial et tout, c'est une idée hyper séduisante, tu vois, au début. Mais effectivement, c'est une idée compliquée et ça pose un certain nombre de problèmes. Il faut faire un certain nombre d'ajustements, peut-être, tu vois. C'est vrai que bon, il y en a commencé à avoir quelques dizaines de satellites en orbite. On te dit, ah ben voilà, maintenant, moi je vais en envoyer 100 000. Tu te dis, mec, je sais pas, peut-être, attends, quoi, tu vois. Déjà, on a Starlink qui est en train de se déployer et ça se passe pas complètement toujours comme prévu. Donc, je pense qu'il y a aussi ce problème, quoi. Ça, c'est un peu hors de contrôle, on va dire, mais bon. C'est une question d'ego en plus. Alors, entre Musk et Bezos, il y a clairement une question d'ego, mais bon. Tout ça pour dire effectivement qu'il y a aussi d'autres préoccupations plus terre à terre et qui sont pas moins importantes, effectivement. Et du coup, oui, par exemple, on sort là de l'espace, on va aborder des news, un petit peu plus de news en vrac d'ailleurs, mais là, la transition est toute trouvée, puisqu'on parle des énergies, des contraintes énergétiques pour évidemment réduire l'empreinte sur la planète. Hein. Donc les énergies renouvelables, par exemple, bon, et elles posent aussi tout un tas de challenges, tu vois, aussi, hein, rien que ça. Donc c'est bien les énergies renouvelables, évidemment, mais elles sont aussi leurs contraintes. Donc le vent, le soleil, c'est cool, mais c'est pas tout le temps. Le soleil, par exemple, là, je pense que je peux affirmer que c'est pas 24 heures sur 24, sauf au pôle en été d'ailleurs. Mais bon, bref, pour pallier à cette forme d'intermittence, les recherches, il y a des recherches aussi, il y a des chercheurs qui ont des idées assez étranges, mais pas idiotes du tout. Et là, c'est un truc qui a attiré mon attention, c'est ce que j'ai vu comme étant appelé la batterie d'information. Alors c'est très bizarre comme nom, je sais, et le but est simple en fait, on fait des calculs quand on a de l'énergie en prévision de quand on en aura moins. Alors le concept, qui est pas aussi simple que de faire tourner son chauffe-eau en heure creuse, hein, c'est pas tout à fait ça. En fait, ici on parle de faire des calculs en décalé. Des calculs dont on aura besoin des résultats plus tard, ou dont on pourrait avoir besoin. Le truc, c'est de faire du calcul spéculatif, exactement comme les processeurs font de l'exécution spéculative, c'est le même principe. Donc pour un processeur, les données sont longues à obtenir, la mémoire elle est lente, du coup on a des tampons de mémoire plus rapides, les caches, hein, et quand un processeur fait un calcul et qu'à un moment il doit faire un choix, un test qui dépend d'une valeur en mémoire, la plupart du temps, il n'attend pas qu'elle arrive. Il estime, à la louche, hein, quelle est l'issue la plus probable du test, et il continue à calculer en pariant qu'il a raison. Si c'est le cas, c'est tout bénef, on a gagné du temps, sinon, il faut tout refaire, c'est plus long, mais comme statistiquement, il se trompe pas souvent, en moyenne, c'est rentable. Donc pour gagner du temps, le CPU calcule de manière spéculative. Ici, l'idée, c'est de faire pareil pour gagner de l'énergie. Donc les data centers vont travailler à plein régime quand il y a du grand soleil, ou du grand vent, puis ils vont faire un maximum de calculs, des calculs qu'on leur demande et les calculs dont ils auront probablement besoin bientôt. Alors bien sûr, parfois ils vont se tromper et exécuter du code pour rien, donc ils auront perdu de l'énergie, comme le CPU spéculateur aura perdu du temps. Le jeu, c'est qu'en moyenne, il faut qu'ils aient très souvent raison et que les calculs soient stockés, déjà prêts quand on en a besoin et que l'énergie manque. Donc ce stockage de l'information contre de l'énergie, c'est ce qui donne le nom, si tu vois, cette espèce d'étrange nom comme batterie d'information. Donc en fait, ils appellent ça une IB pour Information Battery. Donc voilà, c'est en fait, concrètement, c'est un ordonnanceur et un système de cache qui doit pouvoir s'installer sur des serveurs courants, hein, sans nécessité de matériel particulier.
Et donc, comme tâche particulièrement adaptée, par exemple, tu peux avoir le transcodage vidéo. Tu vois, si une vidéo YouTube est vue beaucoup plus souvent en 480p, voilà, par exemple, qu'en 4K, ben, le pré-transcodage, il est plutôt facile à décider, tu vois. Donc, le système s'adapte aussi à une problématique du prix de l'énergie. Évidemment, exactement comme le chauffe-eau qui tourne en heure creuse, hein, pour le coup. Donc, il y a pas mal de réflexions sur l'optimisation de la livraison de l'énergie au niveau local, comme celle-là, et même au niveau macroscopique aussi. Tu vois, par exemple, une étude indique qu'il serait plus efficace d'avoir une super grille à l'échelle européenne pour pouvoir acheminer l'électricité de très loin, parce que ça permet de réduire les problèmes de disponibilité et de redondance. Donc une grille pan-européenne, ça permettrait d'optimiser les sources d'énergie renouvelables, en les mettant là où il y en a le plus, hein, quelque part, pour les amener là où il n'y en a pas forcément autant, et de réduire la facture globale d'un tiers quand même, hein, ce qui est évidemment très convaincant. Donc voilà, tu vois, il y a aussi des recherches vraiment intéressantes, je trouve. Ouais, tout à fait, c'est super intéressant. Surtout le deuxième volet sur le projet européen, enfin qui est pas un projet encore, justement, enfin qui est pas un projet pour l'instant, mais qui est une idée en tout cas qui est intéressante. Et justement, peut-être que l'Europe manque de ce genre de projet, l'Union européenne. Enfin, je trouve, enfin, je veux pas verser dans le politique, mais les périodes où l'Union européenne était la plus, comment dire, prolifique, vertueuse, c'était les moments où on avait des projets justement européens entre pays de type Airbus et compagnie. C'est peut-être ce genre de projet qui pourrait redonner un peu d'énergie à l'Union. C'est le cas de le dire. Non, mais complètement. Mais de toute façon, on est évidemment l'Union européenne, sa grande force, c'est que oui, c'est quand même un grand ensemble, quoi. Donc on a vraiment énormément de talents, énormément de trucs à faire. Donc c'est des trucs qui sont vraiment très intéressants. Et bon, on parle comme ça aussi d'énergie renouvelable, tout ça, un petit peu d'écologie, et c'est vrai que les GAFAM ou les grandes entreprises en particulier, elles sont pas avares, si tu veux, de promesses là-dessus. Hein, t'as bien remarqué, hein, tout le monde y va de son, on va être zéro carbone en telle année. Et Apple, ils ont dit que c'est fini, la pollution le problème a été réglé. Oui, le problème a été réglé, bien entendu. Alors c'est vrai, les big tech sont pas les dernières avec les déclarations fracassantes sur la neutralité carbone. Donc c'est 2030, 2040, 2050, tu coches la casquette ce que tu veux. Mais comme en amour, les paroles, c'est bien beau, mais les actes, c'est mieux. Et le New Climate Institute, en collaboration avec Carbon Market Watch, a produit un rapport sur 25 grandes compagnies pour leur décerner un score d'intégrité à chacune. Alors tenez-vous bien, aucune n'a reçu un score de haute intégrité. C'est-à-dire qu'aucune n'est parfaitement à la hauteur des promesses qu'elle avance. Je sais pas si ça t'étonne. Je suis complètement surpris. Complètement surpris, n'est-ce pas? Évidemment. Sous le choc. Au total, elles ont des plans concrets et crédibles pour réduire au mieux de 20% leurs émissions. C'est bien, mais quand on voit l'accumulation de promesses de neutralité, on est peut-être un petit peu déçu. Alors la plupart comptent sur des systèmes de compensation carbone pour s'en sortir, on en a déjà parlé ici. La compensation carbone, c'est pas la solution à tous les problèmes, hein. Le plus souvent, c'est un écran de fumée, au pire, c'est du greenwashing. Seules 3 boîtes, Vodafone, Deutsche Telekom et Maersk, se sont engagées à une décarbonisation profonde d'ailleurs. Au moins 5 ne s'engagent finalement que très peu, et les autres en fait s'engagent autour de 40% finalement. Donc, quant aux boîtes tech, Amazon n'aurait pas donné d'objectif spécifique alors qu'il est censé devenir carbone neutre en 2040. Je rappelle que son empreinte a augmenté de 19% en 2020, avec la pandémie, où ça a explosé. Donc Google, qui devait être carbone free en 2030, est actuellement carbone neutre uniquement via des crédits carbone. Apple est un peu mieux noté pour le coup, donc lui il veut réduire de 62% son empreinte d'ici 2030 sur toute la chaîne de production, c'est déjà ça, c'est un autre point important, parce que Google par exemple est accusé d'appuyer sur sa consommation électrique en négligeant le reste de la chaîne, comme si il consommait que de l'électricité. Bon, Google conteste le rapport et la méthodologie, mais bon. Sony lui a une ambition zéro carbone en 2050, c'est quand même loin, donc du coup ça paraît faisable, hein. Mais depuis 2017, ses émissions n'ont pas baissé. Bon, donc c'est quand même mal barré. En résumé, personne n'est noté High Integrity. Maersk est le seul qui est en Reasonable Integrity. Apple et Sony et Vodafone sont les techs les mieux notés avec Moderate Integrity. Amazon, Google, Hitachi, Ikea, Volkswagen, Walmart sont en Low Integrity. Et dans les tréfonds du classement, en Very Low Integrity, on a Accenture, BMW, Carrefour, JBS, Nestlé, Novartis, Saint-Gobain et Unilever. Bon, la prochaine fois que vous verrez des arguments écolos de ces marques, peut-être que vous y repenserez. Désolé, je sais que ça pète le moral, je suis désolé.
Non, mais après enfin, c'est un truc sur lequel, s'il y a un truc sur lequel j'aimerais bien appuyer, c'est peut-être justement ce réflexe qu'on a beaucoup en France justement, donc c'est pour ça que je veux appuyer dessus, de tout résumer à l'énergie justement, ce que fait Google, de dire voilà, c'est bon, on s'alimente en énergie renouvelable, donc on alimente nos serveurs américains en énergie renouvelable, donc tout va bien, comme si on fabriquait pas les pixels, comme si on fabriquait pas tout plein d'appareils qu'on vend partout, comme si l'augmentation de la taille de nos serveurs coûtait pas en ressources aussi pour la planète, etc. Donc bref, tout ça pour dire que faut pas l'empreinte carbone ne se résume pas uniquement à la consommation électrique, et je trouve que c'est un truc sur lequel que je martèle souvent, qu'en France, comme on a une énergie qui est très décarbonée, on a un peu tendance à se taper un peu dans le dos en disant ah voilà c'est bon, le job est fait, on s'alimente au nucléaire donc c'est bon, tout va bien. Donc on peut continuer à acheter tous les jours 5 smartphones sur Amazon euh, et jeter le précédent parce que c'est bon, de toute façon quand on recharge notre smartphone, on le recharge avec de l'électricité verte, donc tout va bien. Ah, bah, tu peux faire pire que ça, tu peux acheter 5 smartphones sur Wish. Mais bon. Non mais voilà, je suis méchant. Mais en gros voilà, t'as compris le principe, c'est que voilà, l'environnement se résume pas juste à la production d'énergie et voilà. Non, mais t'as complètement raison d'ailleurs. Bon, bah, ils le disent d'ailleurs dans le rapport et c'est bon de le garder à l'esprit. Écoute, on va essayer d'être un petit peu plus léger. Voilà, c'est le week-end, quoi. Genre, c'est le moment de parler un petit peu de porno, par exemple, de porno et d'élections en ligne et de primaires populaires, parce que bizarrement, ces deux sujets sont apparemment plutôt éloignés quand même, sont rapprochés par un petit bout de plastique qui semble devenir le symbole du passage à l'âge adulte, la carte bleue. Ben ouais, parce que la carte bleue, c'est en train de devenir un moyen d'identification, surtout de validation d'identité en ligne. Et c'est bizarre parce que c'est pas fait pour ça quand même. Hein. Alors d'un côté, on a la rengaine de la protection des mineurs sur Internet. Alors je dis rengaine parce que c'est un sujet qui revient périodiquement, ici et ailleurs. En Angleterre, en 2017, les sites adultes devaient requérir une vérification d'âge fiable. Et pas juste ouais, j'ai 18 ans, allez, vas-y, montre. Clic. Non, sans solution technique viable, évidemment, cette loi a été abandonnée. Ici en France, Pornhub et consorts devraient déjà avoir implémenté quelque chose. Hein. J'ai vérifié hier, rien de nouveau. Clic et c'est bon. Hein. Donc voilà, en Angleterre encore, la loi avortée va ressusciter apparemment, en pire, puisqu'elle concernerait non seulement les sites porno, mais aussi les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que Reddit, ça regorge de coquinerie, en tout genre, mais je vois mal ce que les pudibonds Instagram, TikTok et Facebook viendraient faire dans l'histoire. Et pourtant, le DCMS, le Digital Culture Media and Sport, insiste sur le fait qu'un site refusant de se plier à ces contraintes risque 10% de son chiffre d'affaires annuel en amende. Donc le gouvernement semble vraiment vouloir forcer tous les adultes à donner des infos personnelles sensibles à un tiers indéterminé pour aller voir du porno ou peut-être aller sur TikTok aussi, what the fuck. Bon. Une solution fiable et sans danger pour valider l'identité sur Internet, c'est pas compliqué, c'est très compliqué, c'est pas évident à trouver comme truc, et dans l'intervalle, souvent on utilise la carte bleue, comme à la primaire populaire justement, ce qui est pas sans poser d'autres problèmes pour ce contexte particulier aussi, parce que du coup la fraude elle est pas très difficile, en particulier les attaques de type Sibyl, comme on dit en crypto, c'est-à-dire une attaque où une personne utilise plein de comptes différents. Donc je peux par exemple utiliser des numéros de proches qui votent pas à ce scrutin, tu vois, ou des numéros temporaires émis par des banques elles-mêmes. Je peux voler des numéros tout simplement, en choper sur le dark web, ce que tu veux. Donc voter plusieurs fois, finalement, c'est pas si compliqué si on le veut vraiment. Et c'est pas étonnant, parce que la solution carte bleue n'est pas parfaite parce qu'elles sont pas faites pour ça. C'est pas des cartes d'identité en fait. 3D Secure ne vérifie pas nécessairement tout ce qui passe. Parfois il y a des transactions nulles, souvent c'est des transactions qui sont de très faibles montants, donc elles passent à l'as, tu vois, selon les banques, pas selon le trafic, etc. Donc c'est un problème très épineux. Dans le cas d'une élection, d'ailleurs, il y avait un commentaire d'un auditeur qui évoquait l'utilisation d'une blockchain pour un vote. Et effectivement, une blockchain, ça pourrait permettre d'assurer l'intégrité d'un vote, et la vérification après coup aussi, si besoin. Attention, parce qu'a priori, il faudrait aussi préserver le secret du scrutin, parce que par défaut, une blockchain, comme celle de Bitcoin, par exemple, est ouverte. Donc on sait quelle wallet a voté quoi. Bon, il en faudra une, peut-être, qui ne permette pas de savoir qui a voté quoi, mais bon, à la limite, c'est tout à fait possible. Mais le problème est ailleurs, c'est que pour voter sur une blockchain, vous utilisez un identifiant cryptographique, donc une longue série de chaînes de caractères immutables, comme pour ton portefeuille, c'est bien beau. Le problème, c'est de relier ta personne à un et un seul identifiant cryptographique. Et en fait, ça reste le même problème, parce que qu'est-ce qui permet de vérifier que c'est moi qui vote avec mon identifiant et pas quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir plusieurs identifiants pour voter plusieurs fois ? Finalement, les problèmes reviennent aux mêmes. Et ouais, c'est un problème quand même assez compliqué de ce truc-là. Alors,
à ton avis, je sais pas, comment va se débrouiller Pornhub? Et déjà, pourquoi Pornhub est toujours accessible? Oui, bah, ouais, ouais, bah, j'en ai aucune idée parce que justement, c'est un problème qui est très compliqué à résoudre et j'avoue que là, pour le coup, j'en ai vraiment aucune idée. Ah non, c'est Euh, difficile, hein, vraiment. Hein. Comment faire euh, pour préserver la vie privée, être fiable, être simple aussi quand même à utiliser? Ben, oui, oui, après, en plus, oui, oui. c'est exactement. Et je dirais même plus. Tout à fait. Non, non, mais oui, j'étais en train de me dire aussi que moi, je suis content de pas avoir eu ce genre de problème quand j'étais ado. Euh... Oh, peut-être que les ados, tu sais, même si jamais ils doivent Oui, 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 oui. rentrer une carte bleue, soit ils en trouvent une, parce que Ça, bon, ils trouveront bien un truc. soit ils passent par un VPN, soit ils trafiquent leur DNS. Enfin, je veux dire, tu sais, Oui. là où il y a une volonté, il y a un chemin. Oui, bah oui. Enfin bon, écoute, autre problème aussi au classique et qui a du mal, qui est enfin, pas insoluble, c'est celui de la modération, bien sûr. Et on peut continuer avec un petit peu Spotify. Spotify dont on a beaucoup parlé. Spotify qui ne veut pas censurer, qui ne veut pas être vu comme un arbitre, tout ça, tout ça. Mais bon, Spotify qui est une plateforme comme tout le monde et qui a des règles comme tout le monde et qui donc fait le ménage. Donc Joe Rogan voilà, il a fait un petit peu de ménage là-dedans, mais plus proche de nous, il y a aussi Alain Soral, Thierry Casasnovas qui se font modérer. Peut-être Dieudonné aussi bientôt, parce que les contenus haineux ou appelant à la haine contre des groupes, les contenus dangereux aussi bien sûr, sont pas admis, voilà, selon les règles de Spotify. Il a encore du boulot, parce que bien sûr, techniquement, c'est plus difficile de repérer du contenu problématique à l'audio qu'à l'écrit. Oui. Sur du texte, tu peux te faire tomber des algos qui flaguent des trucs, même s'il faut vérifier derrière, mais c'est nettement plus rapide que de devoir écouter les épisodes de toute une chaîne pour se décider. Alors YouTube est dans le même cas. Je sais pas si Spotify est en train de enclencher ce système de retranscription à l'écrit qui renvoie tout dans un algo après, ça pourrait être une idée, ça. Je sais pas trop comment ils s'y prennent en fait. Bon, après, bon, non, j'allais un peu troller en disant que YouTube et Spotify, enfin surtout YouTube, ils s'en sortent très bien quand c'est pour du DMCA, donc je suis sûr qu'ils ont la capacité de recherche et développement pour réussir à. Alors, c'est Mais pas oui, pareil. je sais que c'est pas pareil. Hein, Non, tu je sais qu'ils font du sais, oui, Shazam. oui, Hein. oui, je Ouais. sais, c'est avec une empreinte et Ouais. c'est beaucoup plus simple du coup de faire correspondre une empreinte vu que c'est quelque chose que tu connais à l'avance. Je plaisante, je plaisante. Mais non, mais je pense vraiment qu'il y a, enfin, il y a matière, il y a matière un jour ou l'autre à réussir à le faire. Mais c'est clair que c'est beaucoup plus compliqué. Quant à l'audio étant, je pense, le truc le plus compliqué possible puisque sur une vidéo, t'as forcément l'image plus l'audio, donc tu peux au moins essayer de multiplier. T'as deux sources d'informations de fait. Là, il y a forcément que de l'audio. Peut-être aller chercher aussi dans les méta, dans la description des épisodes. Ça peut être aussi un bon départ, même si c'est un filtre très très large. Ça peut être aussi un bon point de départ, quoi. Non, mais bon, alors, effectivement, tu as raison, il y a les textes, toutes les métadonnées. Je suppose qu'il y a aussi. Moi, je pense que la retranscription, ça marche vraiment pas Oui, oui. mal, donc ça peut déjà faire le ménage. Mais après, je sais pas à quel point, parce que tu sais, c'est toujours pareil. Hein. Oui, La après, retranscription, quand elle marche à 99%, t'as le 1% qui rend le truc pas vraiment utilisable, quoi. C'est toujours. Oui, Donc puis ça, je sais comme pas. c'est en plus comme c'est de la modération, enfin, je veux dire, il y a des mots clés un peu faciles à repérer, je pense, qui dans lequel tu peux effectivement refaire écouter à quelqu'un et voir si Ah, c'est c'était ça. utilisé dans le contexte ou pas. Euh, mais après, il y a c'est très rapidement plus compliqué de comprendre le contexte et le sens d'une phrase pour savoir si elle est haineuse ou pas, quoi. C'est plus ça le problème. Ouais, complètement. Il y a aussi effectivement le côté sémantique, quoi. C'est-à-dire, il y a les mots, mais voilà. Bon, en gros, ça veut dire qu'il faudra toujours des modérateurs humains, quoi. Hein. L'idée, c'est de leur pré-mâcher le maximum le boulot, parce que tout en restant fiable. Et tout ça, c'est ça. Effectivement, c'est des problématiques. Il n'y a pas que Spotify qui a, bien entendu. Enfin bon, écoute, on peut terminer en parlant un petit peu de jeux vidéo et de trucs un petit peu plus légers, ce supplément week-end. Est-ce que tu avais entendu parler de l'Amico d'Intellivision? Oui, oui, malheureusement. Enfin, Malheureusement.
Grosse arnaque. Enfin, bref, vas-y. Écoute, alors, grosse arnaque, je sais pas, probablement en fait. Je sais pas. Soyons clairs, l'Amico, c'est un peu le vaporware dont on reparle de temps en temps, tu vois, pour confirmer à chaque fois que c'est un petit peu plus vaporeux, tu vois. Une télévision, c'était une marque de Mattel à l'époque, vous vous en souvenez peut-être, à l'époque des consoles 8 bits, avant même la console 8 bits NES, c'est une console 8 bits qui était sortie entre l'Atari 2600 et la NES, quoi, globalement. Et bon, en 2018, Tommy Tallarico, qui est un musicien de jeux vidéo, a racheté la marque. Et donc il a conçu une marque autour de la convivialité, un truc assez casual, avec des petits jeux exclusifs, voilà, qui tournent en partie sur des manettes qui ressemblent beaucoup trop à des téléphones d'il y a 15 ans. Et en 2020, Intellivision avait présenté déjà ces trucs, mais il était un petit peu dans les limbes, avec des changements, des retards, c'était un petit peu flou. Mais aujourd'hui, c'est plus clair. Intellivision est dans le caca, et je serais surpris qu'on sorte, qu'on voit l'Amico un jour, puisqu'en l'état, la boîte se rend banqueroute en juillet, elle cherche 5 millions d'argent frais, elle est criblée de dettes, 8,4 millions de dettes, dont 1,2 million de dettes à court terme. Donc parmi ceux-là, la dette de $800 000 auprès d'un business angel qui s'appelle Sudesh Agarwal, et qui demande $100 de remboursement sur chaque console vendue. De là à dire qu'Intellivision n'a pas forcément intérêt à vendre des consoles. D'ailleurs, Intellivision, qui dans le dossier de son appel de fonds devient de plus en plus prudent et modeste sur ses objectifs de rentabilité, songe à vendre des NFT, ce qui est un mauvais signe parce qu'il n'a pas l'air du tout de savoir des NFT sur quoi, pourquoi. Bon, 5 millions de demandés en plus, c'est pas suffisant pour fabriquer des amicos, ils en sont parfaitement conscients, puisqu'en fait, ils pensent carrément à un autre round de 5 millions qui serait suffisant pour 7 à 9 mois de fonctionnement. Et du côté du concret, c'est-à-dire des jeux, tout ça, y a rien du tout. Enfin, si, un casse-brique qu'on n'avait pas vu il y a 2 ans. La vidéo qui vient de sortir cette année, là, 90% de recyclage. Alors, oui, je suis pas très convaincu non plus. Je pense que t'as complètement raison, ça sent le vaporware et l'arnaque à plein nez, ce truc. Mais bon, allez savoir. Écoute, on va arriver au sujet qui nous intéresse, parce qu'il y a plein de nouvelles séries qui vont arriver, évidemment. Donc on pense évidemment à la nouvelle série du Seigneur des Anneaux, enfin du Seigneur des Anneaux, dans l'univers du Seigneur des Anneaux sur Amazon, mais il y a aussi, je viens de l'apprendre, un Blade Runner 2099 qui est programmé, incroyable, et il y a aussi un nouveau Futurama, une nouvelle saison de Futurama, et ça, écoute, ça me fait beaucoup plaisir, ça me fait très très plaisir. Toi aussi, il me semble. Oui, en tout cas, c'est très surprenant. Enfin, pour le coup, c'est vraiment un truc qu'on pouvait pas trop voir venir. Sachant qu'en plus, moi, que je trouve cool, c'est que c'est les créateurs qui sont de retour. Alors, Matt Groening, évidemment, mais encore sur Futurama, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est son nom m'échappe et il est pas dans l'article. C'est David X. Cohen, voilà. Qui est le gros chef d'orchestre de Futurama, vraiment, et qui est à l'origine de la série et qui lui prête un peu tous les trucs tous les intelligences, tous les éléments intelligents en termes de scénario et de personnages. Et puis après en VO, apparemment, il y a quand même pas mal de l'essentiel du casting qui devrait revenir. Alors pour le coup, moi j'ai jamais regardé en VO, donc je sais pas. Je connais pas vraiment leur talent, mais je suis content pour les fans anglophones en tout cas. Et sauf il manque encore juste Bender, je crois, non? Ouais, exactement. Johnny Maggio, ouais. Qui est peut-être la voix la plus connue de toutes. Et qui donc ouais, Bender qui est un personnage super important, puis en plus il faisait aussi beaucoup de personnages tu sais, c'est dans ce genre de série, ils font un personnage principal et ils font beaucoup de voix additionnelles quand il y a le juge ou je sais pas, ou le policier ou le machin ou le passant, etc. Donc il faisait beaucoup de voix additionnelles aussi. Mais écoute, moi je suis plutôt enthousiaste, même si c'est toujours ça fait toujours peur ce genre de retour, surtout que là c'est Hulu qui s'en occupe. Et Hulu, c'est pas vraiment l'endroit dans lequel Disney met le plus d'investissement, on va dire. Donc c'est pas vraiment ça aurait été une série Disney+, j'aurais peut-être été un peu plus rassuré, quoique le Disney+ a un public un peu plus familial, donc je sais pas si je l'aurais été totalement, mais en tout cas j'aurais eu l'impression que le budget y était. Mais écoute, voilà, je suis impatient, on verra bien ce que ça peut donner. Jusque-là, ils ont rarement déçu Futurama, donc c'est une série qui a beaucoup mieux vieilli, qui se tient beaucoup mieux que les Simpsons, quoi, par exemple. Alors moi, j'ai toujours préféré Futurama aux Simpsons, ça c'est clair et net, et je suis très content de les voir revenir parce que alors, c'est pas que je suis inquiet, mais en fait, je suis très curieux parce que ça s'est quand même arrêté il y a 10 ans, les Futurama.
La dernière saison, c'était en 2013. Et du coup, évidemment, le monde a beaucoup changé depuis 10 ans. La technologie a beaucoup changé depuis 10 ans. Et je suis très curieux de voir ce qu'ils en pensent, comment ils vont le prendre, comment ils vont l'intégrer. Comment ils vont se foutre de la gueule des NFT, du métavers et compagnie. Comment ils vont se foutre de la gueule de notre monde, mais clairement, moi je suis très très content. Alors c'est pour 2023, hein, c'est pas pour cette année, mais donc en 2023 ça fera vraiment 10 ans quoi. D'ailleurs j'ai un petit peu d'avance, mais du coup ouais je suis très chaud pour voir effectivement qu'est-ce qu'ils vont penser du monde de 2020, enfin, des années 2020 quoi, alors que même se sont arrêtés dans les années 2010 et ils ont commencé en 2000, normalement c'était au tournant de l'année 2000, c'est ça, on est contemporain avec Fry, quoi. Complètement, on est contemporain avec Fry, c'est exactement ça. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, en plus pour une série qui justement a déjà connu 1000 annulations et 1000 retours, donc c'est marrant de la voir revenir. C'est une série qui a connu 1000 morts, quoi. Et donc ce sera pas la dernière fois qu'elle reviendra. Et puis ouais, alors ce qui m'attriste un peu plus dans ce que tu dis sur le fait de voir ce qu'ils vont pouvoir dire de notre société actuelle, c'est le fait que quand tu regardes Futurama aujourd'hui, c'est une critique encore assez juste de notre société, notamment ça aurait été un peu le fil rouge de cet épisode, mais sur le réchauffement climatique. Il se moque déjà de notre inaction pour une série qui date du début des années 2000. Et on n'a pas beaucoup plus évolué sur le sujet, quoi, malheureusement. Non, complètement. Écoute, non, ça va être vraiment intéressant. Donc ouais, j'attends impatiemment, bien sûr, le retour de Futurama. Et puis écoute, non, mais sinon, je pense effectivement qu'on a bien de quoi s'occuper, même si j'ai fini, ça y est, The Expanse, la dernière saison. Si je peux rajouter encore un truc. Mais vas-y, bien sûr. Non, mais tant qu'on est c'est dans le même sujet. Il y a Netflix qui a confirmé aujourd'hui, j'y pense. Netflix a confirmé aujourd'hui l'arrivée d'une série BioShock, donc une adaptation du jeu vidéo BioShock en série télé. Parce que tu as rapidement mentionné Le Seigneur des Anneaux, je crois. Parce que quand qu'on n'a pas les droits d'adaptation d'un bouquin ou pour refaire vivre un film ou une série télé, il faut aller piocher dans le jeu vidéo, et on n'a pas fini, je pense, de manger des adaptations de jeux vidéo en film ou en série dans les années à venir. C'est vraiment le gros là de la hype à Hollywood. C'est vraiment d'acheter des droits sur tout un tas de produits vidéoludiques. Il y a Uncharted qui est sorti récemment au cinéma. Ouais, il y a Cuphead, il y a Takes Two, qui vont être adaptés. Ouais, Netflix notamment a vraiment voulu, le succès de The Witcher aidant, a énormément misé sur le jeu vidéo pour se faire une place au moment où Disney a mise sur le comics en gros et sur les super-héros. Donc ils se sont dit c'est banco, faut aller dans le jeu vidéo, ce qui est pas bête. Il y avait vraiment matière, je pense. Même si The Witcher, j'ai pas encore compris ce que c'était, parce que tu sais que The Witcher, il y a en fait le jeu vidéo, la série et les livres, c'est 3 histoires différentes en fait. Ouais. C'est très bizarre, mais bon. Écoute, non, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir tout ça. J'ai It Takes Two en série télé, comme quoi. Bon. Écoute, alors je suis très curieux parce que je pense qu'il y a vraiment matière à faire quelque chose de bien. C'est juste faut prévenir les gens encore une fois que c'est pas un truc familial et que c'est pas du tout enfant friendly, en tout cas le jeu vidéo. C'est très adulte mais je suis très curieux de voir ce qu'ils peuvent faire, quoi. Ouais, nous aussi, écoute, non, mais c'est bien tout ça, on va avoir de quoi s'occuper pendant les longues soirées d'hiver et pendant nos week-ends. Et justement, merci de nous avoir écoutés pendant cet épisode week-end, merci d'avoir, je sais pas, peut-être sacrifié un petit peu de ton Netflix pour nous, ce sera absolument formidable. Merci beaucoup, merci énormément à toi Cassim de m'avoir accompagné pendant ces 2 épisodes en fait, carrément. C'était toujours un plaisir. Ah écoute, non mais c'est plaisir partagé, tu reviens évidemment quand tu veux. On fait pas faire le coup de où est-ce qu'on peut te retrouver. Je crois, ça marche, j'ai fait mon autopromo déjà dans l'épisode. Donc moi c'est pareil, on sait où on est. En tous les cas, bon week-end à tous et à très bientôt dans un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à tous. Ciao.